Salut Ken McTavish. Conor McGregor, avec ses tatouages guerriers, son arrogance flamboyante, ses réparties assassines et sa célèbre devise « On n'est pas là pour participer, on est là pour prendre le pouvoir », au premier abord, c'est le showman irlandais par excellence, un pur produit de son temps, machine à highlight et grande gueule débridée à la Muhammad Ali. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il marque les gens par son attitude féroce, son refus d'être éclipsé, son complexe de persécution qui finalement recèle un héritage bien plus ancien. Parce que Conor, il n'invente rien, il incarne sans le savoir l'ADN d'un clan celte vieux de presque un millénaire, les MacGregor ou clan Gregor. Leur devise ancestrale, je te le note là parce que je serais incapable de le prononcer, se traduit par Royal et Maras ou Royal et mon sang, selon les traductions. Et cette phrase, elle proclame la lignée celtique que se donne le clan, originaire des anciens rois d'Écosse. Quand Conor hurle son nom dans l'octogone, il porte malgré lui le poids de cette histoire héroïque et tragique qui a vu un peuple traqué sans relâche, vivre des raids et du pillage de bétail dont l'identité a été effacée par la loi et sa survie mise à l'épreuve. Aujourd'hui, on part dans l'Écosse des clans à la découverte du patrimoine historique de l'homme dont on a dit pendant un temps que le sigle de l'organisation la plus connue du MMA, l'UFC, était en réalité Ultimate Fighting Conor. Et oui, Conor McGregor est irlandais, pas écossais, mais tu vas comprendre. Au 9e siècle, les Highlands sont peuplés de clans descendants d'antiques rois. La tradition du clan MacGregor fait remonter ses origines au 6e siècle. Ils seraient les fils du légendaire Kenneth MacAlpin, l'unificateur des Scots. Ça, c'est la version romantique de l'histoire des Gregor. Mais en réalité, l'historien Jan Moncrieff atteste plutôt d'un ancêtre du nom de Grioger, ou Gregor, fils de Dungal, qui porte le surnom de Déharné d'or. Tu vas voir, l'Écosse, ça fait très Game of Thrones. Un type tout de même assez riche, qui avait en plus du sang royal en lui. Et du coup, c'est à lui qu'on doit la lignée qui reprend sa devise « Royal et Maras », rien que ça. Ils vivent dans de vastes territoires dans l'Argyle autour de Loch Awe. Je te mets une carte animée là pour te montrer à peu près la zone qu'ils occupent, mais c'est une estimation, hein. J'ai rien trouvé de précis. Hein. J'ai bien fait des croisements, tu vois, avec l'encyclopédie des clans Scott et ce que j'ai pu trouver ci et là sur internet. Autrement dit, pas grand chose. Donc la zone là, c'est purement un titre indicatif. Comme la plupart des clans, ils vivent selon le vieux droit coutumier celte du Tuchras, dont on a parlé plus en détail dans l'épisode sur le clan MacTavish que je te mets là-haut. Pour la faire courte, c'est une gestion des terres sous forme de partage et non de propriété du sol. Le chef de clan, il distribue l'espace pour que tout le monde, sous sa garde, puisse vivre correctement. Mais la politique de l'Écosse à l'époque, c'est un joyeux bordel, un Game of Thrones, je te dis. Alors je vais faire simple et rapide. En 1286, le roi d'Écosse tombe de cheval en pleine nuit et meurt. Pas de chance, tous ses enfants sont aussi déjà morts. Heureusement, il reste la pucelle de Norvège, sa petite fille qui n'a alors que 3 ans. Ni une ni deux, elle est en Norvège, hein, donc on la met sur un bateau pour la couronner reine d'Écosse. Problème, elle meurt pendant la traversée. L'Écosse n'a plus d'héritier direct. 13 nobles écossais se revendiquent de sang royal et postulent pour prendre la couronne. Mais deux puissantes familles émergent, le clan Balliol et le clan Bruce. Pour éviter la guerre civile, on demande au roi d'Angleterre d'arbitrer le conflit. Il choisit Jean Balliol comme roi légitime. L'anglais étant l'anglais, hein, forcément, c'est pas innocent. Il choisit le plus faible des deux, ce qui permet à l'Angleterre d'humilier l'Écosse en la considérant comme une sorte de province anglaise, voire carrément comme une vassale. Le truc ne fonctionne qu'un temps parce que Balliol et ses alliés ils se rebellent contre les Anglais, qui finissent par envahir l'Écosse en 1296. Jean Balliol est capturé, l'Écosse n'a plus d'héritier. 10 ans plus tard, c'est l'époque de William Wallace, qu'on voit dans Braveheart. La résistance fait rage et c'est Robert Bruce qui décide de prendre la tête de l'Écosse, après avoir été excommunié par le pape pour avoir poignardé à mort son rival dans une église. Le mec sait pas un tendre et il part plutôt mal. C'est soit il devient roi, soit il se fait zigouiller par l'église. Robert Bruce, il est très copain avec le clan Campbell, qui l'a soutenu, et il n'a pas oublié que les MacGregor sont des alliés du clan MacDougall. Ce même clan dont l'oncle et cousin a été lâchement poignardé dans l'église. Est-ce que tu es toujours avec moi? Bon ben Robert Bruce, une fois roi légitime, en 1306, il récompense régulièrement les Campbell qui l'ont bien soutenu par plus de terres, plus d'autorité. Et dans ces terres qu'ils reçoivent petit à petit, il y a un beau jour la baronnie de Loch Awe. Et dans cette baronnie, je te le donne en mille, qu'est-ce qu'on trouve?
Les terres des MacGregor. Les intentions sont à peine voilées. Bruce, il veut faire payer les MacGregor pour leurs alliances passées et enjoint donc les Campbell à utiliser la force et la loi pour arracher progressivement le contrôle des terres à leur nouveau vassal, les Gregor. Et c'est le début de la dépossession pour les Gregor, qui sont repoussés toujours plus loin, vers des terres arides, montagneuses, sans prairies, qui les transforment petit à petit en habitants sauvages. C'est un truc pernicieux, progressif. Le chef du clan Campbell joue aux échecs. Il positionne les siens sur les meilleures terres. Il utilise le droit féodal qui s'oppose au droit coutumier celte et brandit des titres de propriété et des taxes pour autoriser les gens à rester sur les terres. Les Gregor, ils n'ont pas les moyens et surtout ils ne veulent pas payer pour des terres qui leur appartiennent depuis des siècles. Et du coup, ils se retrouvent sur les pires espaces du territoire. L'écrivain Walter Scott aura une jolie formule au 19e siècle en les qualifiant d'enfants de la brume. Parce que faute de terre à cultiver, ces Highlanders se tournent vers le vol de bétail, qui est une pratique ancienne des clans, à la fois économique et guerrière, parfois même associé à l'honneur, un peu comme les Amérindiens, que certaines sources gaéliques désignent par Crair. Crair. Je te l'écris parce que je ne sais pas très bien le prononcer. Mais j'ai toujours un accent de merde, je suis désolé. Dépossédés d'une grande partie de leurs terres au profit des Campbell, les enfants de la brume survivent sur des possessions de plus en plus réduites et affrontent régulièrement les Campbell. Lorsque Robert II devient le premier roi Stuart en 1371, la puissance croissante des Campbell leur permet d'affirmer encore davantage de prétentions sur les terres, jusqu'à obtenir le dernier titre de propriété des MacGregor, le Blanc. Il fait 41 degrés là, c'est chaud. Le bastion de Glenorchy. Par leurs voisins, les MacGregor sont considérés comme turbulents. Ils attaquent les Campbell, les Colquhoun et les Drummond. Ils pillent les convois et ils attaquent les fermes. Mais ils ont une assise qui est moins solide vu que leur territoire est quasiment inexistant. Alors pourquoi les Campbell ne les ont tout simplement pas exterminés une bonne fois pour toutes? Avant de te répondre, quelques mots sur Clans et Tribus. C'est une chaîne d'histoire qui parle des peuples autochtones à travers le monde. Je raconte ces récits en plein air à l'aide de cartes et de batailles animées et c'est souvent plus épique que dans les films et les séries. Donc si tu aimes ce que tu vois, le reste c'est la même cam. Je suis le seul à bosser sur cette chaîne, donc si tu veux m'aider, le top c'est le bouton boost de YouTube. J'ai aussi une page Tipeee où tu peux encore rejoindre le Grand Conseil qui te permettra de voir les vidéos en avance. Je te remercie. Il y a plein de raisons à ça. Déjà, le système clanique, il est fait d'alliances, de mésalliances, de mariages, de cousinage. Tous les clans, ils sont plus ou moins liés. Ensuite, il y a la mentalité. Un chef de clan, c'est un père. Il a le devoir de prendre soin des siens, de maintenir le lien avec les voisins. Il y a des conflits, mais on n'est pas sur une logique d'extermination ou de génocide programmé comme peut le faire un État. Les ennemis d'hier, dans le système clanique, ils peuvent très bien être les alliés de demain. Donc on les affaiblit, mais on les laisse dans le paysage. En plus, je te parle de l'hégémonie des Campbell, mais les rois d'Écosse, ils jouent assez régulièrement avec les clans en les montant les uns contre les autres pour qu'ils s'érodent et ainsi éviter de déstabiliser l'autorité royale et donc garder le contrôle. Enfin, le dernier point, et pas des moindres, pour aller choper les MacGregor en bataille rangée, fallait se lever de bonne heure. Ils étaient habitués aux conditions rudes des montagnes, insaisissables dans les forêts de pins et experts dans l'asymétrie des combats. Mais bon, avec la perte du dernier bastion Glenorchy, c'est terminé. Les MacGregor, ils n'ont plus aucune existence sur la carte de l'Écosse. C'est à partir de ce moment qu'ils deviennent des locataires pénibles pour les Campbell, puisqu'ils refusent de quitter leurs vallées ancestrales et appliquent la Highland Law. La terre appartient à celui qui la défend par le sang, pas à celui qui possède un morceau de papier. Donc les Campbell, quand ils envoient leurs précepteurs pour collecter la taxe, les MacGregor, ils l'attendent avec la clé mort sur l'épaule. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de piécettes qui sont collectées par les Campbell. Ils exploitent à la perfection le terrain et les conditions météorologiques des Highlands. Embuscades dans les brunes matinales, attaques éclairs et disparitions dans le maquis montagneux. Les affrontements sont réguliers et sanglants entre les Campbell et les Gregor. Mais c'est finalement le clan Colquhoun qui va craquer. Ras-le-bol des raids et des pillages, il se plaint au roi d'Écosse, Jacques VI, et obtient une Letter of Fire and Sword, qui se traduit en français par lettre de sang et d'épée. C'est une autorisation légale d'aller taper, tuer, se venger, sans risquer de poursuites judiciaires. Et les Colquhoun, ils se font pas prier. Alexander de Luce, il monte une armée et se met en marche le 7 février 1603. Tu te souviens, je t'ai dit que les clans sont tous très liés, malgré leur rivalité. Bon, probablement grâce à un mariage, une cousine ou des commérages pendant des échanges commerciaux, Alasdair MacGregor apprend qu'une expédition punitive
va se monter contre lui. Il réagit très vite et comme les Spartiates de Léonidas, il monte une armée mobile de 300 guerriers. Ils sont rejoints par des MacDonald, des McYan de Glencoe, des Robertson, des McLean et quelques Cameron. Là, tu vois que même Paria, un clan, il a toujours des soutiens. Alasdair décide de prendre l'initiative et part au devant des Colquhoun. Les MacGregor sont très agiles, habitués à la guerre de terrain, armés de piques, de hallebardes, de clémores, d'arcs et même de quelques arquebuses. Ils sont aussi chacun équipés de leur dirk, qui est une petite lame droite de 30 à 50 cm destinée à achever l'ennemi au corps à corps. Et tu peux trouver des répliques sur la boutique Etsy qui sont vraiment magnifiques. Un jour, j'en prendrai une parce que je trouve vraiment sympa. C'est le matin du 7 février. Il fait froid, mais les températures sont positives. Il a beaucoup plu dans la semaine, mais là, il neige et il y a de la brume. Les conditions parfaites. Alasdair sait que les Colquhoun vont emprunter cette route. Aussi, il choisit volontairement le terrain sur lequel il souhaite les affronter. Il divise ses forces en deux. Lui et sa troupe restent en plein milieu du chemin, à peine camouflés dans les buissons. Ils attendent. Les vibrations du sol préviennent les MacGregor de l'arrivée imminente d'une cavalerie importante. Sortant de la brume, ils voient un détachement d'hommes. La longue file indienne est interminable. Il y a environ 500 fantassins, suivis de quelques 300 cavaliers, plus une petite poignée d'alliés dont Alasdair ne parvient pas à identifier l'origine. Au bas mot, les enfants de la brume, eux, ils ne sont que à peine 320 guerriers. Mais le chef des MacGregor ne se démonte pas. Quand les fantassins sont à 80 mètres de lui, il se lève seul et se plante sur le chemin. Sa clémore sur l'épaule, son kilt rouge et noir ne laisse aucun doute. Surpris, complètement pris au dépourvu, Alexander Colquhoun de Luce ordonne à ses troupes de s'organiser. Seulement voilà, Alasdair pousse un hurlement démoniaque qui fait surgir de la brume derrière lui près de 100 guerriers en kilt, armés jusqu'aux dents et qui foncent à toute vitesse face à la colonne de fantassins qui commence à paniquer. Au même moment, les 200 autres guerriers surgissent de l'arrière de la colonne et des flancs de falaise de la cuvette dans laquelle s'est engouffrée l'armée du clan Colquhoun. Ils sont cernés, la cavalerie piétine sur place pour s'organiser, mais le chemin, détrempé par une semaine de pluie, est un véritable marécage dans lequel les chevaux s'enfoncent, glissent, se percutent et paniquent. C'est un massacre, l'armée est brisée, c'est la débandade, 200 à 300 braves sont tués, beaucoup d'autres estropiés en tentant de fuir. C'est une victoire totale pour les MacGregor qui n'ont perdu que 2 hommes. Mais l'un d'entre eux est John MacGregor, le frère d'Alasdair. L'histoire de cette bataille sera amplifiée par les perdants qui iront jusqu'à dire que 80 étudiants en théologie, présents pour assister à la bataille, sont tués par des MacGregor assoiffés de sang. Et pire que ça, pour laver l'affront de la bataille de Glenfruin, ou Vallée de la Tristesse, Alexander Colquhoun organise une manifestation avec les veuves du clan Colquhoun qui défilent devant le roi Jacques VI, arborant les chemises ensanglantées de leurs époux défunts, suspendus à des perches. Le roi, qui est sur le point d'unifier les 2 couronnes d'Écosse et d'Angleterre, en a ras-le-bol d'entendre parler des MacGregor. Tu parles avec les Campbell et leur lobbying, tu m'étonnes qu'il soit saoulé le type. Donc quand l'autre pleurnichard là, de Colquhoun il arrive, il utilise ce prétexte, le roi, pour proclamer la proscription du nom Gregor. À partir du 3 avril 1603, il est interdit de porter le nom MacGregor. Ceux qui le font sont hors la loi, privés de droit à porter des armes et peuvent être traqués légalement sans risque de poursuite judiciaire, peu importe la méthode choisie. Et tu vas voir que cette dernière phrase, elle prend tout son sens. En plus de tout ça, ils perdent le droit de posséder des terres, de signer des contrats légaux, de témoigner en justice ou de réclamer un héritage. Ils sont diabolisés dans les textes, les MacGregor deviennent une garantie de pardon, puisque tuer ou en capturer un permet d'obtenir une grâce. À ce moment-là, légalement, ils valent moins que les meurtriers. Et livrer un chef peut même rapporter une récompense jusqu'à 1000 livres sterling. C'est pire que les primes au scalp, comme on l'avait vu dans cette vidéo. Comme il y a du pognon à faire, c'est une véritable chasse à l'homme qui est lancée contre ce clan. Certains entraînent même des chiens de sang pour débusquer le moindre fugitif dans les forêts de pins, là, comme celle-là. Et ça, c'est un truc qui sera aussi pratiqué en Floride par les Américains contre les Séminoles. En janvier 1604, trahi par de fausses promesses de sauf-conduit de la part du comte d'Argyle, le chef Alasdair MacGregor est arrêté, conduit à Édimbourg et pendu avec 11 de ses principaux lieutenants. Le clan est décapité, ses femmes sont forcées
de changer de nom pour éviter le marquage au fer rouge sur la joue. Les troupeaux de bétail sont confisqués, certaines maisons sont brûlées. On veut absolument que les Grégor disparaissent de l'histoire, quitte à déporter ou en vendre certains dans les colonies comme serviteurs. C'est surtout à cette époque que le surnom « les enfants de la brume » prend tout son sens. Orphelins d'une terre, ils sont des fantômes dans la brume. S'ensuit une petite période d'assouplissement entre 1660 et 1693, très vite balayée par le soutien du clan aux prétentions jacobites et des Stuarts. Je ne vais pas rentrer dans les détails du soulèvement jacobite qui mènera à la bataille de Culloden en 1746, parce qu'on en a parlé dans la vidéo sur le clan de MacTavish ici. Les MacGregor, ils ont participé à plusieurs batailles côté jacobite, comme celle de Killiecrankie par exemple. Killiecrankie qui verra la participation du plus célèbre des Écossais, le légendaire Rob Roy MacGregor. Il est né en 1671 et beaucoup l'appellent le Robin des Bois écossais, mais c'est très loin de ce qu'il est réellement. De son vrai nom, Reibart Ruart MacGregor, de son vrai nom, je te le note en bas parce que si je le prononce ça va être une catastrophe, Roy signifie roux, d'où un autre surnom, Robert le Rouge. Sa mère est une Campbell. Alors tu vois, c'est ce que je t'expliquais avant, les clans ils s'interpénètrent un peu, sans mauvais jeu de mots. Il commence très jeune comme soldat aux côtés de son père pour la cause des Stuarts, puis très vite s'éloigne des combats pour devenir un cow-boy. On dit drover plutôt en Écosse, c'est un conducteur de bétail très intelligent et éduqué, qui fait du négoce dans les Highlands et aussi plus au sud. Au début, il est réglo, puis il monte rapidement un système mafieux de protection des paysans contre le vol de bétail. Moyennant 5% du loyer annuel, il les protège contre les voleurs potentiels, sachant que lui-même et les siens sont souvent ces voleurs potentiels. Grâce à ce racket, il obtient une grande influence dans les régions d'Argyll, de Stirling et de Perth, puisqu'il peut garantir que toute bête volée sera restituée à ceux qui payent, tu vois. Mais en 1712, il y a un truc qui tourne mal. Un investissement de 1000 livres disparaît. Le duc de Montrose, qui avait prêté l'argent, il accuse Rob Roy de fraude. Du jour au lendemain, il devient paria, hors la loi, et va vouloir absolument se venger de Montrose par des raids discontinus pendant une dizaine d'années. Au cours de ces années d'errance, il soutient très largement les Jacobites, plus par opportunisme que par réelle conviction politique, mais il ne reniera jamais ses racines claniques. Et du coup, on le compare à Robin des Bois parce qu'il est hors la loi, parce qu'il combat un grand seigneur tout en respectant un code d'honneur clanique qui le rend un peu sympathique aux yeux du peuple. Son ennemi, Montrose, c'est un aristocrate des Lowlands. Les Lowlands qui tendent à être beaucoup plus proches de la culture anglaise que de la culture celte. Donc il y a en plus un petit côté romantique de résistance à la culture anglaise qui remonte irrémédiablement et envahit un peu l'Écosse, quoi. Mais c'est surtout les romans qui en font un personnage héroïque. Le vrai Rob Roy, c'était un renard, c'était un manipulateur, un voleur de bétail, un maître chanteur, un bon guerrier, et un excellent chef de bande. Il est arrêté en 1722, mais grâce à sa célébrité, il obtient un pardon royal et meurt paisiblement chez lui en 1734 à l'âge de 63 ans. En 1774, la levée définitive de l'interdiction du nom MacGregor permet aux descendants qui le souhaitent de reprendre légalement leur patronyme dans les registres. Au fil des générations, certains MacGregor, souvent dissimulés sous d'autres noms, ont quitté les Highlands pour l'Irlande ou les colonies américaines, emportant avec eux une mémoire plus ou moins diffuse de leurs origines. En 1775, le général John Murray MacGregor Lanrick est reconnu comme chef, ce qui réorganise officiellement le clan après 200 ans de proscription. C'est ainsi qu'on retrouve aujourd'hui des MacGregor irlandais comme Conor MacGregor, porteur d'un nom écossais ancien. Il incarne à sa manière le retour au grand jour d'un patronyme longtemps banni. Il y a aussi des MacGregor très célèbres aux États-Unis, comme par exemple le révérend James MacGregor, ou encore le sulfureux Gregor MacGregor, qui dirigera un État créé de toutes pièces en se faisant nommer cacique en Amérique centrale. Mais j'en parlerai peut-être un autre jour dans une vidéo si ça t'intéresse. Comme la plupart des clans, les MacGregor ont leur tartan. Encore une fois, je te renvoie à la vidéo sur le clan MacTavish pour la signification et les détails sur le Grand Kilt. Cela dit, pour les MacGregor, il y a 4 tartans reconnus. Le Red and Black, le Red and Green, le Glengyle et le Cardney.
Le plus ancien est associé à Rob Roy et c'est le rouge et noir, celui qu'on a vu dans la bataille. Aujourd'hui, le clan se porte bien. Le 24e chef et 7e baronnet, c'est Malcolm McGregor. La Clan McGregor Society rassemble des centaines de membres à travers le monde et sert de point de ralliement à la diaspora McGregor. En définitive, l'histoire du clan McGregor est celle d'une résistance culturelle ultime. Banni, persécuté, morcelé, ce clan a survécu quand l'oubli était littéralement leur destin. Le nom a été rétabli, la cabale de 200 ans punie d'infamie et les McGregor ont réintégré l'histoire comme un symbole d'indomptable liberté. Quand Conor McGregor entonne son nom dans l'arène, il fait totalement écho à cette épopée. Chaque hurlement, chaque défi, chaque victoire est le rappel d'une lignée forgée par 200 ans de combat pour le droit même de dire « je suis McGregor ». Le Notorious n'est pas seulement qu'un type qui surfe sur le buzz, il est le dernier avatar, conscient ou non, des traumas et de l'orgueil des enfants de la brume. Derrière son attitude provocante résonnent les voix des guerriers disparus qu'il représente. Son audace, son attitude provocante, ses comportements borderline nous rappellent la flamboyance et le génie d'un Rob Roy qui a su se faire aimer et respecter par tout un peuple. C'est tout pour moi, pense au boost, au like et aux commentaires. Je te dis à la prochaine, ciao.